Salut, bienvenue dans l'épisode du jour. L'investissement immobilier reste à très petite échelle un moyen éprouvé de construire un flux de trésorerie et la richesse d'un individu, disait Robert Kiyosaki. Je suis sûr que ce nom te dit quelque chose et si jamais c'est pas le cas, je t'incite à te rapprocher de ces différents ouvrages et de ce qu'il partage au quotidien, puisqu'on a la chance d'avoir encore cet individu parmi nous. Donc son nom c'est Robert Kiyosaki. Ça fait partie des personnes qui m'ont, moi, le plus permis de tilter sur ce que j'avais envie de faire concernant l'immobilier de manière générale euh, la quête de richesse de manière plus personnelle. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de toi, avec toi, pardon, de quête de richesse et tu vas voir que c'est pas forcément la richesse en numéraire, même si je sais qu'elle est importante et que elle guide beaucoup de mes choix aussi. Hein. On va pas s'envoyer des galipettes à longueur de journée. La vérité, c'est que pour développer une richesse peut-être un peu plus profonde, il faut aussi développer une richesse en argent, tout simplement. Et je dirais que en guise d'intro, je réfléchis souvent à ce que les gens appellent en quelque sorte la théorie du ruissellement, à savoir que si jamais tu arrives à t'enrichir d'une manière ou d'une autre, si possible légale et propre, on va dire, ça va forcément ruisseler justement cette richesse en numéraire ou en autre chose. Ça va permettre à tes proches, à ton cercle proche, de pouvoir en profiter aussi. Donc, j'ai voulu commencer par cette citation parce que si tu me connais pas encore, tu sais très bien que j'ai démarré de vraiment de zéro, zéro. J'avais pas d'immobilier, j'avais pas de capitaux. Enfin, vraiment, j'ai dû faire une première opération pour financer les autres. Euh, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, si j'ai pu réussir à le faire, c'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre. C'est parce que juste il y a un système qui existe, qui a été mis en place bien avant que je sois né, euh, par des personnes qui cherchaient à résoudre des problèmes peut-être un peu plus profonds que simplement la problématique de vouloir s'enrichir personnellement. Alors je sais que c'est peut-être un épisode qui va pas répondre à une question que tu te poses on va dire de manière rapide. C'est pas un épisode qui sert de questions-réponses. C'est plus un épisode où j'avais envie de partager une vision peut-être un peu plus globale de l'immobilier et arrêter de tout le temps penser. euh, je dis pas que c'est le cas de la majorité des gens, mais j'imagine, en tout cas, de par les retours que je peux avoir de temps en temps, ou par de ce que je peux lire sur Internet souvent, qu'une partie de la population a une vision un peu galvaudée de ce que représente la richesse patrimoniale immobilière et pense que ça profite qu'à un certain nombre, alors que moi je me place vraiment de l'autre côté de la barrière et je dirais que je pense que ça enrichit tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'immobilier et je vais pouvoir développer ce sujet avec toi juste après. Alors, est-ce que l'immobilier c'est du socialisme ou du capitalisme? Je, J'avoue avoir vraiment pensé pendant très longtemps que c'était juste une manière de s'enrichir. Et, et après, j'ai très vite compris que, en faisant de l'immobilier, j'ai très vite compris que le facteur humain était tellement important dans ce business, puisqu'on peut considérer que c'est un business, ou un besoin dans ce besoin. Mais qui dit besoin dit business. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il y a forcément un business en face, de toute façon. Donc, est-ce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je pensais que c'était catégorisé dans la case capitalisme. Et en réalité, je me rends compte que c'est aussi une manière de favoriser certains aspects sociaux, certains aspects sociaux. Donc, du coup, quel est le rôle de l'État au final là-dedans? J'ai envie de citer avant quand même une citation euh, de, de l'abbé Pierre, qu'on a. Ça fait un peu bizarre de citer l'abbé Pierre, mais bon, il disait chaque fois que l'on refuse 1 milliard pour le logement, c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux,
les prisons, les asiles de fous. Bon, ça remonte à un moment, hein, parce que l'abbé Pierre s'est éteint en 2007. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça exactement, mais c'est la preuve que l'immobilier, à l'échelle d'un investisseur, en fait, c'est rien, c'est un grain de sable dans un engrenage qui est énorme. Et en réalité, l'immobilier vu par l'État, vu par les gouvernements successifs, bah, c'est tout simplement des cases qu'il faut remplir, c'est des lignes de budget et des budgets qu'il faut allouer justement à ces différents sujets. Et donc je pense qu'il a dû citer ça suite à, enfin j'extrapole peut-être un peu, mais j'imagine que lors d'une réunion des ministres chargés du logement, il y a peut-être eu 1 milliard de moins qui a été alloué pour le logement comparé à l'exercice précédent. Donc elle est intéressante cette citation parce que c'est vrai qu'au final, on voit bien que quand il y a des gens dans la rue, ben, souvent dans leurs histoires de vie, il y a un moment où le logement a été une problématique. Et donc du coup, on peut se dire que évidemment, s'il y avait aucun problème de logement, bah, il y aurait peut-être moins de problèmes en tout cas, un problème en moins dans la vie des gens. Voilà. Je dis pas que c'est ça la cause à effet, mais c'est un effet de cause. Donc le rôle de l'État, à mon avis, c'est de trouver des solutions, euh, soit par de la budgétisation ou alors par des leviers. Euh, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que si aujourd'hui je te parle de ça, c'est parce que moi, ben, j'ai grandi dans des logements sociaux et j'ai très vite compris que dans la ZUP dans laquelle j'ai grandi, en fait, si on était très nombreux et qu'on restait très longtemps dans ces logements, ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Et par contre, plus tard, j'ai compris qu'il y avait des leviers qui étaient mis en place. Donc, c'est pas des moyens, c'est plutôt des systèmes euh, qui sont mis en place par le gouvernement, mais pas directement pour les locataires. En fait, ils sont mis en place pour des gens qui peuvent se servir de ces systèmes, qui peuvent se servir de ces leviers. Évidemment, tu me vois arriver à 2000 à l'heure, c'est évidemment le levier bancaire hein, qui est mis en place par les banques, mais les banques souvent sont régies par l'État. Hein. L'État dicte un petit peu ce que les banques peuvent ou doivent faire et leur donne des recommandations. On en entend souvent parler depuis quelques années, depuis 2 ans, on en entend plus parler avec la fameuse haute autorité au conseil financier, la HCSF, qui est dirigée d'ailleurs par le ministre des Finances. Et donc en fait, en mettant en place des systèmes qui permettent à des particuliers, donc à des privés, de pouvoir investir dans des logements, ben en fait, c'est aussi une manière de faire quelque chose pour le logement. Euh, donc, je suis pas du tout en train de dire que l'abbé Pierre avait tort, ni même qu'il avait raison. D'ailleurs, je ne prends pas de parti par rapport à ça. Je dis juste que c'est intéressant. Et je trouve que ben, savoir ça, en fait, connaître les leviers, ben, ça permet peut-être d'avoir un impact à une échelle ben, qui est la sienne, mais avoir un impact quand même. Donc, l'État a trouvé cette, ce système qui permet à toi, à moi, à des dizaines de milliers d'investisseurs d'acheter des logements qui ne sont pas forcément dans des bons, dans de bons états, mais de les de les rénover, de les mettre en location et de rénover le parc immobilier. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet d'actualité. Le parc immobilier français, il est vieillissant, on en entend parler tous les jours à la télé, à la radio, dans les kiosques, les gens ne disent que ça. Les logements sont en mauvais état, ils sont pas rénovés, ils sont pas isolés, etc. Et en fait, si jamais tu es un particulier, que tu écoutes ce podcast, que tu as un CDI
ou que tu as une situation qui te permet d'emprunter, ben, dis-toi que au lieu d'emprunter pour un appartement au maximum de ta capacité d'emprunt, ben, tu pourras emprunter pour un appartement qui coûte moins cher, dans lequel il y a besoin de faire des travaux, de rénover, peut-être même de le meubler. Et du coup, toi, de ton côté, ben, avoir une capitalisation plus importante en termes de rentabilité, puisque tu vas rembourser du capital sur un logement qui est plus rentable. Et pour ton locataire, bah, de tomber dans un logement qui est à la hauteur de ses moyens, de ce qu'il peut payer tous les mois comme loyer, et d'être dans un logement rénové, isolé, dans de bonnes conditions de vie. Et donc du coup, la boucle est bouclée, puisque là-dedans, il y a la partie capitaliste qui est respectée, c'est la tienne, à toi en qualité de rentier, et la partie, la qualité socialiste, qui est le fait de contribuer au parc immobilier, de contribuer à sa rénovation, à son isolation, et du coup de le sortir des statistiques qui pourrissent et qui plombent un petit peu les gouvernements successifs. Donc je ne sais pas si c'est un sujet qui te parle, ou en tout cas quelque chose sur lequel tu as déjà eu de la réflexion, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le discours unilatéral qui consiste à dire que tous ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est uniquement de la richesse personnelle et qu'ils ne pensent pas aux locataires. Alors évidemment, euh, je suis pas du tout en train de dire que tous les propriétaires ont ce genre de réflexion quand ils investissent et quand ils louent. Mais je pense que c'est en train de devenir une tendance. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas dans mon entourage et dans les gens enfin, chez qui je me nourris, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est un peu fini. Les propriétaires, vendeurs de sommeil, etc. Il y en a encore beaucoup trop. Mais j'ai l'impression que enfin, c'est un peu la chasse aux sorcières. Et, et à mon avis, le gouvernement l'a bien compris et ils sont en train de durcir. Il y a pas mal de... Ça légifère beaucoup en tout cas sur le sujet. Une autre citation de l'abbé Pierre, c'était de dire gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Euh, et justement, par rapport à ces différentes lois successives qui sortent sur l'état du logement en France, de comment on peut les exploiter, je pense notamment à ces restrictions par rapport à la location saisonnière dans les grandes villes, ben, je trouve que c'est aussi un bon moyen de gérer la façon de loger son peuple par le gouvernement. Euh, je sais que je vais pas forcément me faire des amis, mais quand je vois que, par exemple, moi je suis triste d'apprendre que la ville de Montpellier, par exemple, ne permet pas, ou plus en tout cas, pour bientôt, je crois que c'est le 1er juillet, si je dis pas de bêtises, de faire de la location courte durée si vous n'avez pas le numéro d'agrément fourni par la mairie. Euh, Sauf que pour avoir ce numéro d'agrément, bah, il faut fournir l'équivalent des mètres carrés utilisés en location courte durée pour de la location classique longue durée. Bah, vous imaginez bien que si vous avez basé toute votre justement rentabilité capitalistique sur le fait de faire de la location courte durée, donc acheter des appartements, les rénover, faire de la LCD, ben, vous n'avez pas acheté en même temps, au même moment, ou même après, vous n'avez pas acheté autant de mètres carrés pour faire de la location. Enfin, c'est juste comment on fait pour trouver des mètres carrés, surtout dans des villes où la pression, elle est aussi élevée. Voilà, si je dis pas de bêtises, aux dernières informations que j'ai eues, à Montpellier, il manque 3000 logements par mois. 3000 par mois. Donc pour ceux qui habitent dans l'Hérault, ils le savent, hein, ça construit de partout, sur des parcelles qui étaient il y a encore quelques années des terrains non exploitables, non constructibles. Donc voilà, ils trouvent des solutions techniques pour essayer de répondre au mieux à ces besoins. Donc gouverner, c'est d'abord loger son peuple et voilà. Donc encore une fois, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais en faisant ça, c'est dur pour les rentiers qui vivent de ça, mais c'est un pas en avant, c'est un pas social qui est fait pour aider les gens peut-être à retrouver un petit peu d'accès au logement
dans les villes où il y a une pression immobilière qui est trop élevée. Je sais que c'est un sujet qui va peut-être plus parler à un agent immobilier qui, lui, il vit plus sur il vit grâce au fil du marché. Le rentier, lui, c'est un acteur de position, donc il prend une position sur le marché à un instant T et il estime qu'il va en ressortir plus tard. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il va garder le logement, mais en tout cas il rentre dans le marché. L'agent immobilier, lui, il est jamais vraiment dans le marché, c'est un surfeur en fait, il est sur la vague du marché. Quand la vague elle est creuse, ben, l'agent immobilier il crève, et quand elle est haute, ben, il vit bien. Euh, et souvent c'est fait de haut et de bas. Et donc du coup, là, je sais que en faisant ça, bah, il y a plein en revenant sur cette loi pour certaines villes, j'ai dit Montpellier, mais je pourrais parler de la ville de Biarritz aussi qui a mis ça en place il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est Biarritz et ses environs. Euh, donc voilà, donc je pense que c'est aujourd'hui l'immobilier, c'est du socialo-capitalisme. Voilà, c'est ni blanc ni noir. On peut pas se placer ni à gauche ni à droite de ce mouvement. Voilà, si tu m'écoutes et que tu es investisseur, que tu as pour objectif de devenir rentier, il faut pas que ça t'inquiète, il faut juste que tu comprennes qu'il y a des enjeux peut-être un peu plus globaux que juste toi et ton enrichissement en numéraire. Il y a aussi évidemment l'enrichissement personnel de se dire ben, je contribue à mettre des logements décents sur le marché. Et quand je fais passer des dossiers de location, bah, je suis pas un arbitre bête et méchant, j'écoute les gens, je regarde, je favorise peut-être les familles avec les enfants. Enfin voilà, tout ce genre de choses qui font partie de la vie d'un investisseur. Si tu fais la gestion toi-même, tu sais de quoi je parle. En même temps, tu t'enrichis parce que ben, le levier bancaire te permet de te sortir du cash flow tous les mois et de peut-être de t'aider à vivre mieux, à t'enrichir. Et cet enrichissement personnel, il te permet peut-être de dégager du temps, de passer peut-être plus de temps avec tes proches, je sais pas, ou pour faire autre chose que t'aimes. Euh, enfin voilà. L'idée, c'était surtout de partager la vision. J'ai vraiment l'impression que l'immobilier, c'est une façon de s'enrichir, de gagner de l'argent et humainement peut-être de se rapprocher de son objectif de contribuer. Voilà, alors c'est sûr que si tu parles à quelqu'un qui va 1 à 2 fois par semaine dans une association ou qui contribue autrement, c'est difficile, la comparaison elle est délicate, mais il- euh, je- c'est c'est un très très bon moyen d'être socialement actif pour la communauté et de t'enrichir évidemment. C'est un sujet qui moi, c'était pas inné chez moi, mais je l'ai compris avec le temps et surtout en lisant. Euh, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Je passe à la question du jour. Une question de Rémi. C'est Rémi avec un T, donc je sais pas comment on le dit, @Rémit sur Instagram, qui me dit pourquoi tu achètes des immeubles et pas des appartements? Alors, ben, je vais essayer de faire une réponse courte. Grosso modo, j'ai acheté des appartements, je les ai revendus. Euh, ma position à moi sur ce sujet-là, c'est que en fait, avoir des lots isolés dans des immeubles, ben, ça demande une gestion un petit peu plus, c'est plus aléatoire. Tu t'es pas vraiment maître de tes charges qui arrivent, etc. Euh, et j'ai remarqué qu'il y a aussi une différence de rentabilité qui est vraiment plus intéressante sur les immeubles, en tout cas par rapport à ce que je recherche et ce que j'arrive à sortir du marché. Donc voilà, j'avais des appartements, j'ai testé, j'ai fait, j'ai gagné. Des fois, j'ai pas gagné et maintenant, je fais que des immeubles. Immeuble, ça veut dire ensemble immobilier. Hein, ça veut pas dire juste, faut pas imaginer une tour avec, avec 5 étages. Voilà. Des fois, c'est juste une petite maison divisée en 2 ou 3 lots. Mais au moins, c'est moi qui ai l'entière propriété. Donc, on appelle ça de la monopropriété. Et ça me permet de ne pas avoir à diviser les charges avec les autres propriétaires, donc dans le cadre de la copropriété, et donc du coup de faire des tantièmes et donc des votes.
Voilà, il n'y a rien de pire que les votes, les AG, les AG de copro, là, si tu as déjà fait ça ou si. Voilà, pour moi, c'est un petit peu c'est pas du tout 20-80, quoi. Voilà. Aujourd'hui, acheter des immeubles, c'est très 20-80, hein. Si tu connais le principe, tu gagnes plus de temps et tu as moins de problèmes. Donc voilà pourquoi j'achète des immeubles. Après, je pourrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail dans un épisode, donc à voir. Et pour terminer, la reco de la semaine, bah, c'est un livre, en fait, par rapport au sujet que j'ai voulu développer aujourd'hui, je dirais que il y a un livre qui m'a aussi permis de prendre conscience de certaines choses et enfin, je les avais déjà comprises, mais là, ça a permis aller un peu plus loin. C'est un livre qui est assez récent, qui est sorti, je dirais, en 2020 ou en 2021. C'est un livre de Louis Gaudreau. Ça s'appelle Le Promoteur, la banque et le rentier. Euh, et c'est un livre qui est passionnant. Voilà, donc bon, évidemment, c'est pas le livre qui te promet quoi que ce soit, hein. Au contraire, c'est plutôt un état des lieux de ce qui se passe et de comment ça se passe. Donc ça t'explique les systèmes et ça te permet aussi peut-être d'avoir une vue un peu plus globale pour pas que tu sois un mouton, mais que tu deviennes un peu ton propre berger. Donc j'aime beaucoup ce livre, Le Promoteur, la banque et le rentier par Louis Gaudreau. Voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu es encore ici, merci beaucoup. Et n'hésite pas à mettre un commentaire ou une notation avec des étoiles, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Merci beaucoup, à bientôt.